Bonjour Emma. Bonjour Salomé. Alors après trop de soleil et de chaleur, on a désormais trop de nuages et de pluie. On sort à peine d'un été caniculaire. Et voilà que l'Hérault et le Gard ont été touchés cette semaine par des pluies diluviennes au point de passer en vigilance rouge. Et ça, c'est que le début d'une période qui est particulièrement redoutée, celle des inondations, des crues, avec tous les dégâts humains et matériels que ça peut comporter. Chaque année, on voit ces images de pluie qui dévastent tout sur leur passage. Mais à quoi est-ce que c'est dû ? Pourquoi est-ce qu'on a ces phénomènes ? Alors, c'est dû à un contexte météorologique très particulier. On va avoir des arrivées d'air froid, d'Arctique, qui vont se confronter en basse couche à un air extrêmement chaud qui est issu de l'évaporation de la Méditerranée. Et donc, cet air chaud va être poussé par des vents, va en général rencontrer les Cévennes, c'est pour ça qu'on appelle ça un épisode cévénol, et puis il n'a pas d'autre choix que de remonter, et c'est la confrontation entre cet air froid et cet air chaud qui génère ces précipitations diluviennes. Le problème, c'est que l'air froid continue à arriver pendant des jours et des jours. Et si tu veux, la Méditerranée représente une réserve quasiment inépuisable d'humidité. Et donc, en fin de compte, c'est comme si tu avais fermé le bouchon de la baignoire, que tu laisses le robinet allumé et le système, en fait, s'auto-régénère sur place en permanence. Et en fait, ce qui est dangereux, c'est que tout peut basculer en quelques minutes parce que, oui, il y a une quantité de pluie qui est très importante, mais ce qui joue aussi dans ces inondations, c'est l'état des sols. Là, on sort d'une sécheresse et les sols peuvent avoir des difficultés à absorber cette eau et c'est ça qui contribue à créer ces inondations. Oui, il y a vraiment 3 phases. La première, c'est vraiment une pluie qui va essayer de tomber sur un sol qui est sec et particulièrement cette année parce qu'il n'y a quasiment pas une goutte de pluie ces derniers mois. Et en fait, cette eau ne peut pas s'infiltrer, donc elle ruisselle massivement. Et puis au fur et à mesure des nouvelles pluies qui arrivent, l'eau va commencer à réussir à être absorbée par le territoire et tous ces milieux souterrains qui sont complètement à sec. Et donc c'est des millions de mètres cubes qui vont pénétrer dans les sols. Et à un moment donné, le sol se sature et là, le système s'emballe, l'eau ne peut à nouveau plus s'infiltrer et c'est les images que l'on voit souvent par hélicoptère qui sont assez phénoménales où tu vois ces inondations généralisées partout. Surtout que ces inondations vont s'intensifier, vont se multiplier dans les prochaines années avec notamment le réchauffement climatique. Et face à ça, il faut comprendre comment réagir en tant que citoyen. Il faut savoir notamment que faire selon la zone où on habite. Est-ce qu'il faut se confiner chez soi ou est-ce qu'il faut se réfugier sur les hauteurs ? Il faut évidemment surtout pas prendre sa voiture, ne pas aller chercher ses enfants à l'école. Il ne faut en aucun cas aller en sous-sol, ni dans sa cave, ni dans un parking souterrain. Il ne faut pas non plus prendre les escaliers. Et puis une fois qu'on est à l'abri, eh bien évidemment, il faut rester au fait des informations via la radio, les réseaux sociaux. C'est vraiment ça qu'il faut transmettre à la population. C'est cette capacité à prévenir en fait le risque. Oui, c'est ce qu'on appelle la culture du risque. Et elle est vraiment essentielle. Et quand tu regardes une étude qui a été menée notamment sur le profil des victimes ces 30 dernières années, eh bien on se rend compte qu'il y a une proportion beaucoup plus importante d'hommes, suivant les études, entre 60 et 75% des victimes sont des hommes. La moyenne d'âge, c'est 45 à 75 ans. Et une très grande partie de ces victimes, finalement, vont dépérir dans leur maison. Et puis, parce que derrière, elles habitent de plein pied, au rez-de-chaussée. Et donc, en fait, c'est là où il faut comprendre qu'on peut aussi être en danger chez soi. Et puis, le deuxième niveau de risque, c'est vraiment sur les routes. On a la plus grosse proportion de victimes. Et souvent, on passe dans un passage à gué et on ne se rend pas compte à quel point il y a un danger potentiel qui est vraiment colossal. Et donc, c'est sur cette sous-estimation du risque qu'il va falloir jouer. C'est-à-dire que les gens, effectivement, ils veulent sauver leur voiture, ils veulent sauver leur chien, leur chat. À un moment donné, ils veulent rentrer chez eux. Et puis, alors, ce qui est très intéressant, c'est que tu as une surreprésentativité des véhicules 4x4 dans ces types de victimes. Oui. Pourquoi ? Parce que tu te sens invulnérable. Et quand tu regarde d'ailleurs sur les images, les pubs qui nous montrent à quel point ces véhicules insubmersibles peuvent pénétrer dans 80 cm d'eau, tu comprends à quel point il y a un enjeu énorme pour réussir à transmettre cette culture du risque et à quel point on est tous concernés. Là, on a parlé des dangers auxquels on peut penser quand on est sous la pluie, dans les inondations. Mais il y a d'autres dangers auxquels on ne pense pas forcément. C'est quand on se retrouve dans une zone où il ne pleut pas, où on voit un grand ciel bleu. Et en réalité, on peut aussi être à ce moment-là dans une zone à risque. Comment c'est possible ? Eh bien oui, c'est possible parce que le risque ne vient pas toujours de là où on l'attend. Si tu as par exemple des pluies diluviennes en amont, eh bien à un moment donné, cette crue torrentielle, elle va traverser tout le territoire, elle va rejoindre l'aval, alors que au-dessus de ta tête,
il peut y avoir un ciel bleu parce qu'il y a vraiment une logique de ce qu'on appelle un bassin versant, c'est-à-dire ce territoire où il y a une connexion entre l'amont et l'aval. Et puis, à l'inverse, tu peux avoir énormément de houle au moment où le fleuve s'écoule en mer et donc cette houle, elle empêche justement cette eau de s'évacuer et à ce moment-là, les inondations peuvent remonter de l'aval en direction de l'amont. Donc c'est vraiment des phénomènes qu'il faut comprendre et qu'il faut suivre en temps réel pour voir d'où vient le danger. Oui, c'est pour ça qu'il faut rester toujours dans cet état de vigilance, essayer, tu le disais, de comprendre, de s'informer, parce que sinon on peut se retrouver emmené par une vague, on aura l'impression qu'elle vient de nulle part. Mais la question, moi, que je me pose, c'est comment est-ce qu'on sait quand il faut s'informer ? À partir de quel moment on sait qu'on est dans un moment de vigilance et qu'on est dans un moment dangereux et qu'il faut peut-être rester chez soi et appliquer tous les gestes qui sauvent dont on a parlé plus tôt. C'est quand le moment clé ? Je pense que le premier facteur qui est là et qui nous permet de comprendre que la situation est dangereuse, c'est le niveau de vigilance météorologique. Donc là, on voit bien que cette semaine, on a eu des vigilances orange, puis rouge, puis à nouveau orange, à nouveau rouge. Donc on voit que c'est quand même un indicateur de ce qui se passe en temps réel. On a aussi le site Vigicru qui nous permet de suivre les cours d'eau en temps réel et leur dangerosité. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Par contre, si on regarde par exemple l'Hérault qui est passé en rouge cette semaine, on a 342 communes. Sur toutes ces communes-là, il y a peut-être que 2 à 3 communes qui vont être touchées par l'événement. Une cellule orageuse, ça fait pas plus de 25 km². Et donc, tous les autres vont avoir un ciel bleu. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne doivent plus travailler, pourquoi ils ne doivent pas emprunter les routes, alors qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir ce danger. Et c'est là tout l'enjeu de la compréhension du risque. Oui, la clé, c'est vraiment l'information, rester informé via la radio, via les réseaux sociaux. Et la question que je me pose, c'est à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les mois qui arrivent ? Parce qu'en réalité, là, ce n'est que le début. Souvent, les plus grosses crues et les plus grosses inondations, elles arrivent au mois d'octobre ? Eh bien, en fait, on peut connaître plusieurs épisodes dans une même saison. Et quand on regarde un peu l'historique de ces événements diluviens, on se rend compte qu'il y a des dates qui reviennent comme ça. Par exemple, le 3 octobre, on a eu les inondations catastrophiques de Nîmes en 1988, mais aussi en 2015 de Cannes. Tu prends une autre date, par exemple, clé comme les 14 et 15 octobre. Eh bien, en 2018, on a eu les inondations de l'Aude. Mais si tu remontes très haut dans le temps, c'est aussi le 14 et 15 octobre qu'on avait des inondations catastrophiques dans les Pyrénées-Orientales. On avait eu 250 victimes, dont 200 côté espagnol et 50 côté français. En 1940. En 1940, oui. Et ça, donc on se dit, ça fait des années, des décennies que ça dure, qu'il y a des dégâts. Moi, la question aussi que je me suis posée en préparant cette émission, mais comment ça se fait qu'on n'est pas mieux préparé, puisque ça dure depuis aussi longtemps ? Comment est-ce que c'est possible qu'on ait encore en 2022 chaque année des morts à cause des inondations ? Il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis 1940. Déjà, il y a eu l'après-guerre, il a fallu reconstruire. Il n'y a pas eu trop de catastrophes pendant une certaine période, donc on a oublié le risque. On a surtout construit dans le lit des rivières. On a même oublié que c'était à ce moment-là des cours d'eau et qu'on était dans le lit majeur. Et puis, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On a quand même énormément de maisons qui sont directement exposées. Est-ce qu'on peut tout délocaliser ? Non, on n'a pas les moyens, c'est impossible. Et puis, où est-ce qu'on les mettrait, ces maisons ? Et puis surtout, cette urbanisation massive, elle est en train d'aggraver la question du risque. Donc on continue à construire, c'est ça qui est fou. On continue à construire partout et quand tu regardes la densification justement de cette urbanisation, tu comprends que l'eau elle peut plus passer, elle ne peut que ruisseler. Donc en réalité, le risque est beaucoup plus fort qu'il ne l'était avant. Et donc la seule solution qui nous reste aujourd'hui, c'est d'adapter massivement nos maisons et on n'a vraiment pas le choix. Ça, on en parlera un petit peu plus longuement dans un autre épisode. Mais ce que j'aimerais rappeler, c'est que ces événements sont aussi liés au réchauffement climatique. Ils existaient avant le réchauffement climatique, mais aujourd'hui, ça vient les intensifier, ça vient les démultiplier. Dans les années 1990, on avait en moyenne 87 inondations en moyenne par an à travers le monde. Dans les années 2000, le chiffre a presque doublé. On est à 165 inondations par an en moyenne dans le monde. Donc là, c'est quoi ? Ces phénomènes vont s'aggraver et on n'est pas prêt ? Déjà, c'est compliqué de gérer le risque d'inondation en temps normal. Mais alors, avec le changement climatique, la mer Méditerranée devient beaucoup plus chaude. On se rend compte qu'on a des épisodes qui sont plus fréquents, plus violents, des territoires qui sont beaucoup plus urbanisés. On est tous super connectés sur notre téléphone, mais beaucoup déconnectés de notre territoire. On n'a plus appris à reconnaître justement d'où peut venir le risque, où est notre rivière. Et donc, c'est tout ce travail qu'il faut faire vraiment en allant sur les territoires, en accompagnant les populations pour qu'elles comprennent à quoi elles sont exposées pour pouvoir les protéger. C'est ce dont on va parler cette année dans l'émission 1 degré de conscience, de la manière dont on peut comprendre les phénomènes liés au réchauffement climatique et surtout la manière dont on peut s'adapter à ces phénomènes. Merci beaucoup Emma. Merci Salomé.